Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikouba Radio-Télévision. Bienvenue dans ce numéro spécial de cette question spéciale par la nature des invités qui vont y prendre part. Aujourd'hui, nous convions la presse au débat, nous convions la presse à donner ce point de vue sur les questions qui marquent l'actualité. Vous allez découvrir qui sont nos invités dans quelques instants. Mais au menu de ce débat, on va parler au niveau local, on va parler de cet accident qui a eu lieu dans le territoire de Muchacha qui a fait 18 morts, accident des circulations. Les ministres du Transport a réagi. On va essayer de commenter brièvement ces sujets avec ces invités qui sont en plateau au niveau national ou plutôt continental. On va parler des 9e Jeux de la francophonie qui ont été ouverts à Kinshasa depuis le 28 juillet dernier. On va finir par ce coup d'État, cet autre coup d'État qui a eu lieu au Niger. Cette fois-ci, le cancer de coup d'État qui se propage dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord Patrick Sangwa, qui est journaliste indépendant. Un plaisir, cher confrère, de vous retrouver sur le plateau de cette question. Le plaisir est partagé. Surtout, c'est un honneur de me retrouver sur ce plateau. Et en entendant, je suis en train de saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre, nos confrères journalistes et ceux qui sont avec nous sur le plateau. C'est très gentil. À côté de Patrick Sangwa, nous aurons Kent Ilunga, qui est journaliste correspondant de Bossolo, les célèbres Bossolo TV à Kolwezi, au Lualaba. Cher Kent, c'est un plaisir de débattre avec vous. Merci Léopold, merci pour l'invitation. Merci également à tous ceux qui vont nous suivre au travers de ces numéros. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ces débats. Un plaisir partagé. In fine, nous aurons Olivier Kayumba qui est directeur général. Olivier Kayumba, vous allez le voir, qui est directeur général de la radio-télévision Manika. Il est également éditeur du magazine Les Temps. Un plaisir, cher Olivier, de vous retrouver sur le plateau de cette question. Merci, monsieur Léopold. Le plaisir est partagé. Je salue mes confrères journalistes. Je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre. Voilà, ça va être la coutume, la tradition désormais. Vous allez retrouver la presse les derniers dimanches, ça dépend, ou le premier dimanche du mois. Nous allons parler des sujets qui marquent l'actualité. Je les disais, déjà il y a eu un accident mortel, un accident, une tragédie qui a eu lieu dans le territoire de Muchacha, 18 morts. Nous allons recueillir les avis, les analyses, les points de vue des confrères qui sont sur le plateau. Un peu rapidement, on commence par Kent Ilunga. Qu'est-ce que cela vous inspire qu'il y a eu cet accident qui a fait 18 morts? C'est quand même beaucoup, 18 morts. En tout cas, 18 morts, c'est beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. C'est vraiment une triste nouvelle. Les bilans officiels fait état des 18 morts et quelques blessés, dont les femmes, les enfants. Et donc, c'est vraiment un événement triste qui frappe la province, oui. Très tragique, qui frappe la province en cette période où nous approchons des élections. Je crois que ça ne peut pas faire la joie, ça fait saigner les cœurs. Justement, quel commentaire vous avez, Olivier Kayumba, après cette mauvaise nouvelle? Moi, je me dis que c'est une triste nouvelle, mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais dans un pays sérieux, moi je m'attendais à ce que le ministre provincial de Transport puisse nous présenter sa démission. Mais à la place, il a fait un communiqué. C'était une communication ratée à mon humble avis. Parce que le camion qui transportait plus de 80 personnes avec toute cette marchandise, quand le camion doit quitter le point A vers le point B, sur le long de la route, il y a toujours des gens qui contrôlent. Il y avait 80 personnes. Plus de 80 personnes. Plus de 80 personnes. Oui. Et les conditions n'étaient pas réunies. C'est bien beau aujourd'hui qu'on dise que le gouvernement va assister les familles éprouvées, va prendre en charge les soins. C'est bien beau. Une descente sur les lieux, c'est bien beau. Mais quand j'essaie de réfléchir, je me dis que la gouverneure de la province du Lualaba est entourée des gens qui ne l'aident pas à faire correctement les choses. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens, quand ça ne marche pas, on dit toujours le gouvernement provincial a échoué, mais quand la gouverneure doit mettre des ministres à côté d'elle, quand elle doit mettre des conseillers à côté d'elle, c'est pour que ces gens-là puissent l'aider à éviter certaines situations. Moi, j'ai pitié quand je vois Maman Fifi Masuka qui se donne corps et âme pour changer le Lualaba et qui a à côté des gens qui ne l'aident pas. Donc, le ministre, normalement, doit déposer sa démission et ça m'inspire d'un accident qui s'était tenu il y a
plusieurs mois, c'était au mois de mars 2022, où le ministre de Transport, Costas, le ministre grec de Transport, il y avait eu un accident de train qui avait fait 55 morts et le ministre avait déposé sa démission. Au même moment, un autre ministre qui doit être interpellé, c'est le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Parce que tout le long de la route, il y a des agents de sécurité, police, ANR qui sont là pour bien évidemment contrôler qu'est-ce qui est transporté, de quelle manière sont transportées les marchandises. Mais ces gens, on les voit arrêter seulement les camions des chanvres, les camions qui nous amènent des boissons alcoolisées. Mais pourquoi ne pas arrêter ces genres de camions? 18 personnes, ça c'est le bilan provisoire. Oui, mais il y a des sources qui nous disent que c'est plus que ça. Ça fait quand même très mal. Ce sont des êtres humains que nous venons de perdre dans le là-bas. Au même moment, on se dit pourquoi c'est arrivé, pourquoi est-ce que ces camions devraient transporter plus de 80 personnes chargées de marchandises. C'est parce que la route n'est pas aussi... Non mais vous dites il y avait de la marchandise dans ce même camion. Il y avait de la marchandise, il y avait aussi des passagers. Ah bon? Oui. Plus de 80 personnes. Plus de 80 personnes. Or, il y a une année, c'était le 24 août 2022, que les travaux de réhabilitation de ce pont avaient été lancés, le pont Loudi. C'est un pont qui devrait accueillir 80 tonnes seulement. Mais est-ce que ces agents de sécurité qui sont tout le long de la route sont-ils capables de nous dire qu'ils ont eu le temps de contrôler, de faire le contrôle technique? C'est bien beau que le ministre nous parle d'une panne technique, mais pour l'honneur des gens qui sont partis, des gens qui sont morts, le ministre doit déposer sa démission. Est-ce que Patrick Sangwa, vous êtes aussi dur qu'Olivier Kayumba? Il a établi la part des responsabilités, entre autres, le ministre de Transport, celui de l'Intérieur, qui, selon lui, ont vraiment des devoirs à jouer à ce point-là. Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation à votre niveau? En effet, les informations que nous détenons, 8 femmes, 6 enfants, 4 hommes, pour un total de 18 personnes décédées dans cet accident. Officiellement? Officiellement. Oui. Jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce que l'on nous donne petit à petit ce qui se passe de ce côté dans le territoire de Muchacha et ce que l'accident a causé. Et on prend 18 personnes à la légère. Je peux rejoindre Olivier, mais je peux aussi donner une autre analyse et je peux donner un autre commentaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je pense et ce que je dis, c'est que les routes d'abord les routes, que ce soit dans un pays qui se respecte, les routes sont un atout indispensable, incontournable pour qu'un pays puisse se développer et surtout pour une province comme celle-ci, comme le Lualaba. Maintenant, quand on va construire un pont qui avait été détruit il y a plusieurs années, il y avait eu par cause de guerre et finalement, on va construire ce pont-là. On dit, ces ingénieurs-là, je pense que c'est une entreprise congolaise qui a exécuté ces travaux. Et ça s'appelle encore CKSP, quelque chose comme ça. Quand on va construire un pont de 80 tonnes, vous voyez, c'est là où les bas blessent. On construit un pont de 80 tonnes. Donc, c'est-à-dire que les véhicules qui doivent passer sur ces ponts doivent avoir moins de 80 tonnes. C'est là où le problème réside. Est-ce que dans la communication du ministre, il a parlé du tonnage? Qu'est-ce qu'il a touché ce point-là de ces camions qui a connu cette aventure? En tout cas, c'est une communication ratée. Il faut juste reconnaître que voilà, il y a eu des morts et que le gouvernement doit réagir. Mais avant de réagir, nous avons tous l'habitude, au Congo, nous avons l'habitude de réagir après, mais on ne prévoit pas. Prévoir, c'est ce que Olivier Kayumba a dit. Prévoir, c'est déployer les agents de l'ANR, par exemple, déployer les agents de police pour surveiller, faire ce qu'on appelle le contrôle technique d'un véhicule. Combien de tonnes le véhicule est en train de transporter. Et on apprend aussi que dans ces véhicules, il y avait non seulement les êtres humains, mais il y avait aussi de la marchandise. D'abord, dans un même véhicule. Dans un même véhicule. Regardez d'abord les conditions dans lesquelles on peut mettre les gens et la marchandise et finalement arriver sur un pont et les ponts s'écroulent et qu'il puisse avoir accident. Est-ce que vous vous imaginez un peu les dégâts et la scène, comment elle s'est décrite au niveau de ce pont-là? Donc, entre parenthèses et point d'interrogation, que le gouvernement aille donner un soutien bon, après le mort. Mais est-ce que les morts là vont revenir à la vie? Non. C'est plusieurs familles qui sont en deuil et c'est très navré pour ces gens-là qui ont perdu la vie dans cet accident.
Oui, justement, vous avez un autre commentaire, Kent? Oui, bon, moi, je voudrais un peu m'attacher à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Oui. La communication du ministre, c'est une communication ratée. Elle est aussi ratée pour vous? Elle est ratée pour moi aussi, mais je ne serai pas aussi dur que lui parce que moi, je voudrais dire que tout au long de la route, il y a des agents commis à ces services-là. Ce n'est pas que les agents n'existent pas. Prenez cette route-là de Muchacha, vous aurez autant de barrières, vous aurez autant de personnes qui arrêtent. Mais qui n'arrêtent pas? Parce que d'abord, il faut revenir au fait que le camion-là n'est pas un camion approprié pour transporter les hommes. Non, mais il y avait des hommes dedans. Non, voilà, oui. C'est là où les bas blessent. Oui. C'est un camion approprié pour la marchandise. Oui. Mais comment les gens s'y trouvent? Sont-ils passés par des barrières, oui ou non? Ont-ils vu des gens? Et ça c'est dans la responsabilité de qui, Kent Ilunga? Non, mais c'est dans la responsabilité des agents commis à ces services-là. Il y a des agents tout au long de la route. Mais aussi, il faut dire une chose, on parle d'une panne technique, mais certaines indiscrétions révèlent qu'il y a eu un problème d'ivresse. Ivresse? Qui était ivre? Les chauffeurs étaient ivres au volant. Mais que font ces agents-là? Parfois même, ce sont les agents-là commis à des services de contrôle qui partagent la boisson avec des chauffeurs. C'est triste. Voilà ce qui est triste. Voilà ce qui est triste. Et pourtant, des contrôles sévères devraient être initiés, des alcotests pour tester des personnes. D'abord, déjà, quand on trouve quelqu'un qui transporte des marchandises dans des conditions non appropriées, avec des personnes dedans, là, ça ne passe pas. Dans un pays sérieux, oui. Comme l'a dit Olivier tout à l'heure, ça ne passe pas. Oui. Quel est votre dernier commentaire, Olivier Kayumba, sur ce dossier? Le dernier commentaire, c'est qu'il faut que les responsabilités soient partagées. Oui. C'est bien beau qu'on déplore les morts, c'est bien beau, mais il n'y a pas longtemps, on a eu un accident de train, toujours sur ce tronçon. Est-ce que les responsabilités étaient partagées? On a vu des gens condamnés par rapport à ça. Il ne faudrait pas qu'on dise que l'accident est normal. Qu'on soit complaisant. Oui, ce sont des imprévus. Mais au même moment, nous ne devons pas chercher une chose et son contraire. Nous voulons tous le développement du Lualaba. Donc le ministre des Transports doit comprendre qu'il est ministre du Lualaba, mais pas ministre de Kolwezi. Il doit être là pour aider l'autorité provinciale, il doit être là pour aider d'autres collègues. Donc, que le ministre de Transport commence par déposer sa démission pour aider, bien sûr, Madame le gouverneur à continuer son travail. Que le ministre de l'Intérieur aussi interpelle tous ces services qui sont commis dans les différents postes de péage pour le contrôle de véhicules qui doivent quitter Muchacha vers Kolwezi. Merci bien, merci chers confrères de la presse. On va passer au premier thème. Après ces brefs commentaires sur la situation au niveau local, on va parler de 9e Jeux de la francophonie qui ont été lancés en pompe à Kinshasa, au stade des Martyrs. Le chef de l'État était sur place le vendredi 28 juillet dernier. Il y avait beaucoup d'officiels qui sont venus des pays de cette communauté de la francophonie, mais en absence de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo qui dit n'avoir pas reçu l'invitation. Vous connaissez ce que la réponse du gouvernement congolais sur ces sujets. On va suivre le discours du président de la République qui y a participé à cette ouverture. On va suivre son discours, son mot qui a été adressé à toute la communauté de la francophonie à cette occasion. Et on va revenir sur le plateau pour recueillir les commentaires de confrères. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor,
ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. On va écouter d'abord l'analyse qu'en fait Patrick Sangwa et on va faire le tour de table pour recueillir les avis de tout le monde. Alors, ce que je dis et ce que je pense, c'est que les Jeux de la francophonie, le 9e Jeu de la francophonie ouvert à Kinshasa, est un événement éminemment politique. Éminemment politique. Éminemment politique. Avant que je vous dise le pourquoi du comment, j'aimerais que nous puissions revenir dans le contexte dans lequel la RDC se trouve aujourd'hui. Nous avons une guerre à l'est de la RDC, Kigali et Kinshasa, ça ne s'entend pas bien. Et puis il y a eu l'absence remarquée de Louise, oui. Il y a eu cette absence remarquée. Et à Kinshasa, il y a l'insécurité. Ajouté à cela, il y a eu le problème de ces délinquants arrêtés, les kidnappeurs, ces phénomènes. Donc la République était en train de bouillonner. Partout, ça ne va pas. Et dans ce contexte-là, pourquoi je dis que c'est un événement éminemment politique? Pourquoi? Parce que le régime en place a déjà perdu la dynamique interne du pays. La dynamique interne du pays, c'est il y a déjà une névrose au niveau de la population. Et alors, heureusement pour eux, les Jeux de la francophonie sont là, qui ont essayé un peu de leur donner une porte de sortie, une façon de rebondir. Et maintenant, ce que je dis, la fausse note de la partition dans ces Jeux de la francophonie lors des sautes d'ouverture a été jouée par le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait n'était pas contraint au fait d'étaler tout ce dont on est en train d'exécuter, tout ce que le gouvernement est en train d'exécuter, tous les chantiers. Et il n'avait pas aussi été enchaîné par quelqu'un pour qu'il jette son dévolu. C'est éminemment politique. C'est éminemment politique. Pourquoi? Je n'ai pas terminé ma phrase. Oui. Il n'était pas enchaîné pour qu'il puisse jeter un culte au chef de l'État. Voilà, nous savons que d'ailleurs, ces Jeux de la francophonie ont été organisés sous partenariat avec une organisation. Oui. Vous voyez. Et quand on voit le ministre des Affaires étrangères revenir encore sur ce que nous faisons en RDC comme infrastructure, ce que nous avons construit et tout ça, bon, quand il y a Jeux de la francophonie, on doit construire pour accueillir des athlètes. Donc moi, c'est la mauvaise partition qui a été jouée dans cette histoire-là. On va vous redonner la parole pour une deuxième analyse, mais Olivier Kayumba, quelle est l'analyse que vous faites de ces Jeux qu'accueille la RDC, qu'accueille plutôt Kinshasa? Il faut parler de Kinshasa au lieu de la RDC. Oui, on peut parler de la RDC parce que Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Donc tout est concentré sur Kinshasa. Oui, ces Jeux ne pouvaient pas non plus être organisés dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait impossible. Moi, j'appuie cette organisation, je félicite les organisateurs parce que on sent que c'était une réussite, c'est bien que normal si on doit parler de l'ingérence d'une agence française qui était là pour chapeauter, mais ça donne un plus. Mon ami Patrick ici venait de dire qu'il y a eu les cas d'insécurité, la guerre à l'Est, dans ce contexte-là, oui, l'arrestation des kidnappeurs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tous ces événements ont essayé de vendre négativement l'image de la République démocratique du Congo. Et maintenant, quand on organise ces Jeux de la francophonie et que ça présente une réussite, ça redore l'image de notre pays et ça peut faire en sorte que même ces investisseurs qui sont à l'extérieur peuvent se dire en RDC, bien qu'il y a de l'insécurité, bien qu'il y a des petits soucis, on peut facilement y aller. Donc, ce sont des événements qui
essaye de redorer l'image de la RDC. Mais quand il doit dire que c'est purement politique, là je ne suis pas très d'accord avec lui. Éminemment politique. Voilà, parce qu'au départ, ces Jeux de la francophonie promeuvent la solidarité, l'excellence, la diversité de la jeunesse francophone qui doit se réunir autour des arts et du sport. La politique intervient parce que c'est géré politiquement par le président de la République, qui est d'ailleurs le président de ces 9e Jeux de la francophonie. C'est lui le président. C'est lui le président parce que dans tout le pays où ça s'organise chaque 4 ans, le chef de l'État est automatiquement président de ces Jeux de la francophonie. Donc pour moi, c'est quand même une bonne réussite. D'ailleurs, l'absence de la secrétaire générale. Elle a été sage pour ne pas venir parce que... elle attendait une invitation, c'est ce qu'il dit. Elle a trouvé un faux fuyant pour ne pas venir. Vous savez, elle est rwandaise et accueillir une rwandaise à Kinshasa, on pouvait lui donner la parole et les Kinois pouvaient réagir autrement et ça ne pouvait pas vraiment honorer le pays, ça ne pouvait pas non plus honorer la dame. Donc elle a bien fait de ne pas venir parce qu'aujourd'hui nous sommes en conflit avec le Rwanda. Je veux bien comprendre Olivier Kayumba, c'est elle qui n'est pas venue ou c'est la RDC qui ne lui a pas envoyé l'invitation? Les Jeux de la francophonie sont organisés par l'OIF. Oui. Et automatiquement, tous ceux qui sont dans cette structure sont d'office invités. Donc si elle attendait qu'on lui fasse même sans invitation matérielle, oui, qu'on lui fasse une invitation personnelle, elle a justement cherché un petit piège pour ne pas venir. Et on se demande si dans d'autres pays, il y a des invitations qu'on donne à ces gens de personnes. Parce qu'il faut rappeler, Olivier Kayumba, qu'il y a eu une représentante de la secrétaire générale ce vendredi. Et est-ce que cette représentante a reçu l'invitation? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, elle a quand même bien réfléchi pour ne pas venir. Sinon, elle devait être humiliée. On va vous redonner la parole. On va écouter d'abord Kent, l'analyse qu'il fait de ces Jeux, de cet événement qui se passe en République démocratique du Congo. En tout cas, bon, je vais commencer par féliciter les organisateurs. L'organisation a été au top. Non, mais là, on ne parle que de l'ouverture. Les Jeux continuent. Nous parlons effectivement de l'ouverture. C'est ce que nous avons vu jusque-là. Oui. Donc, ça a été au top. C'est pour la première fois que la RDC accueille un événement de cette nature. Oui. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, ce sont ces genres d'événements qui vendent positivement l'image, positivement ou négativement l'image du pays, et tout dépend de la façon dont vous organisez. Alors, moi, je voudrais aborder dans le sens qu'a dit Patrick, que c'est un événement politique. Je ne crois pas. La francophonie englobe un peu du tout. Il y a des CG, il y a la culture, voilà, il y a tout. Il y a le football, c'est le sport. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Mais seulement, il faut maintenant se poser la question, qu'est-ce que la RDC gagne en organisant les Jeux de la francophonie? Elle gagne quoi? La RDC gagne beaucoup. D'abord, l'image du pays. On venait de parler tout à l'heure de l'insécurité qui a gangréné la ville de Kinshasa. Parce que vous savez, à l'étranger, pour des personnes qui veulent venir en RDC, comme on parle de l'insécurité à l'Est, ça généralise un peu. Les gens qui viennent, ils pensent toujours que, bon, voilà, l'insécurité, c'est partout. Kinshasa, les gens. Kinshasa et tout, il y a la guerre. Même ici à Colosie. Voilà, pareil pour nous, aujourd'hui, si tu vas aller au Burkina Faso, tu vas te dire que le terrorisme, c'est un peu partout. Alors, c'est-à-dire, quand les gens viennent, ils visitent Kinshasa, ils marchent, peuvent marcher jusqu'à tard, voir qu'il y a quand même de la sécurité. Ça va d'une bonne image de la République démocratique du Congo. Et cette bonne image-là va nous ramener les touristes. C'est ça? Voilà. Parce que vous savez que le tourisme aujourd'hui, c'est parmi les secteurs qui génèrent beaucoup de recettes dans certains pays. Et la RDC devrait en profiter. Une fois que l'image du pays est bien vendue par nous-mêmes, par les journalistes, par toutes les structures qui composent ces Jeux de la francophonie, vous vous rendrez compte que quand vous êtes en train de parler d'image, il y a des compatriotes qui pensent que s'il fallait vraiment
vendre l'image de la RDC. Il y a une effigie du chef de l'État à la déventure du stade des Martyrs. Il fallait plutôt mettre le drapeau de la RDC sur cette déventure qui accueille tous ceux qui viennent au stade des Martyrs. Il fallait plutôt les drapeaux sur la plupart de visuels de jeux de la francophonie. On voit plutôt l'effigie du chef de l'État au lieu du drapeau de la RDC. Qu'est-ce que vous répondez à ces compatriotes? Moi, je n'ai pas vu l'effigie du chef de l'État, mais j'ai vu l'effigie du président des 9e Jeux de la francophonie. C'est ça? Ouais. Il faut faire la part. Et je ne vois pas le mal qu'on mette l'image du président, de notre président. Parce que, vous savez, au Congo, nous sommes parfois habitués à une opposition voilà, un peu bizarre là. Qu'est-ce que ça fait que la photo du président de la République? Vous savez, il y a aujourd'hui des opposants qui disent « Moi, je vais marcher les samedis alors qu'il y a les Jeux de la francophonie ». Vous allez marcher pour quelle raison? C'est un calcul politique. C'est un calcul politique. Pour quelle raison? Si l'image du pays est mal vendue, parce que vous marchez, on va vous réprimer, il va y avoir des morts, l'image du pays est mal vendue, vous gagnez quoi? Ou bien du coup, on va vous prendre, on vous remet président. Non, c'est-à-dire, il faut faire des choses dans l'intérêt du pays. Voir l'intérêt du pays. Et pour revenir un peu à l'absence de Madame la Rwandaise, moi, quand vous dites, vous avez dit tout à l'heure qu'elle a été représentée. Vous avez déjà vu quelqu'un se faire représenter, quelqu'un qui n'a pas été invité se fait représenter. Si elle s'est fait représenter, c'est qu'il y a une confusion là. Voilà. C'est-à-dire, comme l'a dit Olivier Kayumba tout à l'heure, c'était un faux fuyant. Et moi, je trouve que son absence était opportune. Il ne fallait pas qu'elle vienne parce que les ovations, elle allait recevoir un accueil pas très chaleureux au stade des Martyrs avec toute la foule qu'il y avait hier. Et donc, je ne vois même pas en quoi sa présence peut booster ces jeux ou peut donner une autre image à ces jeux. J'ai loué qu'elle ne soit pas venue, heureusement. Donc son absence ne se fait pas remarquer. Ça ne se fait pas remarquer. Oui, Olivier Kayumba, cette histoire de l'effigie du chef de l'État sur les visuels des communications de 9e jeu, les gens voulaient plutôt les drapeaux de la RDC au lieu de l'effigie du chef de l'État qui est omniprésente. Moi je pense que je vais essayer de répondre en deux volets. Oui. L'effigie du chef de l'État, c'est pas non plus mal, mais il y a eu cette exagération. Quand on voit devant le stade, on met l'effigie du chef de l'État. On pouvait peut-être il n'y a pas de drapeau. On pouvait peut-être laisser le logo des 9e Jeux de la francophonie. C'est d'ailleurs un logo super que j'ai aimé, parce que là-dedans, on voit le symbole du léopard. J'ai beaucoup aimé, félicitations au concepteur que je ne connais pas. À la place de la photo du chef de l'État, le drapeau, ça passerait aussi, parce que tous ces gens qui sont venus en RDC savent que le président de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et en plus de ça, il lui a été donné le temps de parler. Donc tous ces athlètes, tous ces artistes qui étaient là, le monde entier francophone qui a suivi cet événement a su comprendre que c'est lui le président de la République. Donc il ne fallait pas le flatter d'avance en essayant d'imprimer sa photo sur tous les supports de communication. Oui, justement. Vous, Patrick Sangwa, vous supportez que c'est éminemment politique. Quand on venait de balancer les discours du chef de l'État, son mot lors de ces Jeux, le chef de l'État passe un message sur la situation sécuritaire dans l'Est de son pays. Est-ce qu'il a saisi la balle au bon pour voir les choses un peu comme vous? Je dis ceci, et j'aimerais réitérer mes propos. Oui, allez-y. Je dis ceci, c'est un événement éminemment politique. Pour dire éminemment politique, j'ai évoqué le cas où les aspects sécuritaires, l'aspect de la guerre à l'Est et tout ce qu'il y avait eu à Kinshasa avec les cas de kidnapping et tout. La population est en névrose, en psychose. Ça ne marche pas. Le régime en place n'a pas réussi une dynamique interne au pays. En interne, déjà, nous étions secoués par ces événements-là. Oui. Et je dis, heureusement, ces Jeux de la francophonie sont venus donner une façon ou une porte de sortie au pouvoir en place, oui, de redorer une belle image de la RDC. Redorer l'image de la RDC, je suis pour. Je suis, en tout cas, organiser ces Jeux de la francophonie, c'est ce qui est de mieux, qui devrait nous arriver dans un plus bref délai au Congo. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Et l'organisation, nous saluons, nous disons coup de chapeau à tout le comité de l'organisation. Mais ce que nous avons constaté qui ne nous a pas plu, c'était le propos du ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé de propos de Christophe Lototola, mais vous avez suivi également les propos du président de la République. J'ai suivi le propos, c'était des propos plutôt modérés. Oui. Il a
très bien, sa prise de parole n'a pas été ratée. Non, mais il y a des gens qui pensent que c'est plaintif. Chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, des visiteurs, on revient sur la situation du Rwanda. Est-ce que ce n'est pas de trop? C'est ça que je dis. Quand les gens déjà pensent que c'est plaintif, et plus le propos qui reviennent sur les éloges du président, sur, voilà, vous avez même vous-même soulevé une problématique, celle de la photo du président, au lieu peut-être de mettre en avant la grande affiche de jeu de la francophonie. Et nul n'ignore que ce pays est piloté par le chef de l'État qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lorsqu'il y a jeu de francophonie, c'est lui qui est le président, qui est au-dessus de toute cette organisation, c'est le président. Donc tout le monde, nous tous, nous le savons. Mais revenir encore sur des discours élogieux et tout ça, c'est ce qui fait lourd dans la partition. C'est ce qui fait lourd et c'est ce que nous avons remarqué qui n'est pas bon. Mais l'image que la RDC va renvoyer après le jeu de la francophonie sera une très belle image. Et l'image que nous sommes en train, parce que les jeux là ne sont pas encore terminés. Et c'est ce que nous souhaitons que ces jeux-là puissent se dérouler au meilleur des cas et que ça se déroule dans un bon climat. Et aussi, pour peut-être terminer, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais demander et supplier surtout, parce que nous visons tous pour l'image de la RDC, les policiers là, qui seront commis à ce service-là de contrôle et sécurisé, tous ces... Il y a aussi la garde républicaine. Oui, la garde républicaine. Tous ces gens-là qui viennent pour sécuriser ces athlètes, qui viennent pour accueillir tous ces pays qui viennent pour ces Jeux de la francophonie, qu'ils arrêtent cette pratique que nous avons au Congo de, voilà, demande un peu les Mickey, voilà, et tout ça. Ça va aussi renvoyer une mauvaise image. Donc c'est à ce point-là, je suis en train de marteler sur ça, que ces policiers-là, en tout cas, pour cette fois, qu'ils fassent les choses très bien, en tout cas. Parce que ces gens qui reviennent là-bas chez eux, qui reviennent avec une bonne image que l'on veut de cette République démocratique du Congo. Merci bien, Patrick Sangwa, mais vous avez entendu la foule qui, lorsque la délégation burkinabé est rentrée dedans, ont chanté Ismaël et Fanny. Et donc, les fanatiques ont joué aussi l'ambiance. Et j'ai apprécié et déprécié aussi l'ambiance à l'entrée des athlètes congolais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, personnellement, je n'ai pas apprécié. Il y a eu des petits pépins autour de leur entrée. Ils sont sortis de la marche. C'est vrai, nous étions chez nous. Ils sont sortis de la marche, ils sont venus un peu, finalement. Bien que l'organisation, tout compte fait, était magnifique, mais cette sortie-là de la marche, comme tout le monde, ne m'a pas vraiment plu. Il ne manque pas de petites failles. Olivier Kayumba, il y a cette récupération politique dans les QG, des formations politiques. Il y a par exemple des gens qui disent que nommer ça, c'est un argument électoraliste. Les élections sont prévues en décembre. Est-ce que c'est aussi un argument pour les élections? Je ne pense pas, parce que ces Jeux devraient être organisés en 2021. Par rapport à la situation de Covid, il y a eu report jusqu'à ce qu'on a maintenu la date du 28 juillet 2023. Donc si par exemple il y avait encore Covid pendant cette période, on devrait renvoyer à une date ultérieure. Donc récupérer ça politiquement, moi je peux dire que c'est aussi une chance qui sourit au président de la République. Non, mais les infrastructures ont été construites. Oui, les infrastructures ont été construites. D'ailleurs, c'est un point de plus. Quand on construit des infrastructures à l'occasion d'une telle cérémonie, ça permet à ce que les Congolais restent avec des belles infrastructures, et prochainement, on peut même se taper sur la poitrine pour demander l'organisation du championnat d'Afrique des Nations et pourquoi pas la CAN. Donc, il faut voir beaucoup plus le côté positif. Et il faut maintenir la dynamique. Il faut maintenir la dynamique, mais il ne faudrait pas attendre seulement qu'il y ait des événements pareils pour essayer de faire des constructions. Parce que très généralement, nous connaissons, il y a des gens qui vont le faire rapidement, mais pas de très bonne qualité. Parce qu'on se dit, pendant une semaine, on peut accueillir ces athlètes et ils vont repartir. Et les entrepreneurs qui sont très malins peuvent le faire rapidement, mais pas de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire, même après les Jeux de la francophonie, il faut que cet élan de développement dans le secteur infrastructure puisse continuer. Ça va booster beaucoup de choses. Merci bien. Kent Ilunga, répondez-vous à ce compatriote qui pense qu'il faut plutôt féliciter la nation au lieu de féliciter le président de la République? Féliciter la nation ou féliciter les chefs de l'État,
Il trouve qu'il y a une nuance entre les deux. Il faut dire félicitations à la nation congolaise au lieu de félicitations qui est le à garant Faty de la Beton. nation congolaise? C'est le président de la République. Oui. Donc moi je crois que ça c'est un débat qui est un peu déplacé, qui n'a pas vraiment son sens. Parce que si on dit félicitations au président de la République, ça c'est pas sous son mandat. Si on dit félicitations à la nation congolaise, qui organise? Alors, surtout... Non, mais ils disent qu'il faut dépersonnaliser les histoires en République démocratique du c'est Congo. comme j'ai dit, c'est un débat vraiment déplacé qui n'a rien à voir. Parce que dire, aujourd'hui vous dites, on dit merci à la nation. Qui est le garant de la nation? C'est le président de la République. Qui est le président de ce 9e G de la francophonie? C'est le président de la République. Donc, dire merci au président de la République pour l'organisation, parce qu'on ne va pas lui dire seulement merci pour... Il y a eu de la discipline, il y a eu des suivis, il y a eu cette volonté-là de faire. Vous comprenez? Et donc, pour ça, on ne peut pas s'empêcher de dire merci au président de la République. Mais moi, je voudrais un peu revenir sur ce que mon confrère Patrick a dit concernant la marche de nos athlètes. Moi, je crois que ça, c'est des petites histoires, peut-être qu'il faut... À négliger. À négliger, parce que peut-être ça fait partie de l'organisation. Il fallait que les athlètes congolais se manifestent d'une manière ou d'une autre. Mais en tout, je crois que ces Jeux ont été, pour moi, jusqu'ici, bien organisés. Mais je voudrais aussi revenir sur un point. Lequel? Les problèmes, ce n'est pas l'organisation des Jeux, les infrastructures et tout ça, mais le problème, c'est la gestion de ces infrastructures après les Jeux de la francophonie. Oui. La gestion post-Jeux. Voilà. C'est ça même quand je parle du suivi. Le suivi sera fait par les services, le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse, le ministère des... Parce que ça risque de rester des lieux de campagne, d'évangélisation, de concerts, machin. Et puis, parce que vous savez, dans notre pays, souvent, on fait bien les choses parce qu'on a une pression et tout ça, on doit bien vendre. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Vous vous souvenez que Tata Raphaël, il n'y a pas longtemps, Tata Raphaël poussait des brousses là-bas. C'était de la brousse. C'était de la brousse. C'était de la brousse. Et puis, moi, je crois, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne pouvait pas l'organiser dans toutes les villes, mais on pouvait l'organiser même dans des villes. Les Jeux pouvaient s'organiser même dans des villes. Kinshasa et Lubumbashi. Kinshasa et Goma. Parce que vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas Kinshasa. Parce qu'on a comme l'impression que tout s'est fait pour Kinshasa. Toutes les institutions sont là-bas. Toutes les institutions sont là-bas. Les entreprises, on peut fabriquer des bus Kinshasa. Siège des entreprises. Il faut décentraliser, permettre à d'autres provinces d'évoluer. On ne va pas mettre tout sur Kinshasa comme si Kinshasa devenait la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Votre dernier mot, Patrick Sangwa, est-ce qu'il faut dire plutôt merci à la nation congolaise, la nation, chacun a joué sa partition. Ces débats, comment vous trouvez ces débats entre à qui doit revenir le remerciement, au chef de l'État ou plutôt à la nation congolaise, au gouvernement? Comment vous vous situez dans tous ces... Il faudra dire merci à la fin. À la fin, parce que les Jeux viennent des débuter. Oui, ça, ce n'est que l'ouverture. Oui, ce n'est que l'ouverture. Il faudra dire merci à la fin. À qui? À la nation. À la nation. Parce que la nation c'est dans cette nation qu'appartient le chef de l'État. Oui. C'est là où il y a la population. C'est là où il y a le gouvernement. Donc, bien que le gouvernement ait supervisé ces Jeux de la francophonie, bien que c'est le président qui est au-dessus de tout, et que sans la participation de cette population-là, ces Jeux-là de la francophonie n'ont aucun sens. Donc, les félicitations vont à la nation congolaise. La même question à Olivier Kayumba avant de lancer ce débat. Oui. En tant que fervent chrétien, je dirais il faut dire merci à Dieu d'abord. Oui. Et féliciter aussi toute la nation parce que le chef de l'État, lui seul, ne pouvait pas organiser. Il y a eu des ministres, des ingénieurs. Il y a eu des ministres, il y a eu des porte-paroles, il y a eu toute une commission, il y a eu des athlètes, il y a eu même des Congolais qui se sont bien comportés. Sinon, ces kidnappeurs-là pouvaient se saisir de l'occasion pour arracher le téléphone. Il faut dire merci à la police, à l'armée, bref, à toute la nation. Merci bien, merci, chers confrères. On passe au dernier thème au niveau continental de ces débats. On va parler de ce cancer. J'ai parlé de ce coup d'État qui devient carrément une règle en Afrique de l'Ouest. On a connu un coup d'État d'abord en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina et tout dernièrement au Niger où un groupe de militaires, en tout cas une unité spéciale de l'armée, ont jugé bon de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir. On va suivre ce condensé, ce résumé de nos confrères de TV5 Monde et on va rentrer sur le plateau pour les débats. Ibrahim Traoré,
La zone de turbulence s'étend d'année en année. Dans cette région du Sahel, les hommes en bottes et treillis reprennent le pouvoir. Les images de coups d'État font toujours sensation, celles de prises d'antenne à la télévision nationale ou de pick-up surarmés dans les rues des capitales. Depuis 2020, les pays autour du Niger ont vu leur autorité civile être démantelée, remplacée par des militaires, sur la base d'un constat d'échec politique. Première salve entendue au Mali en août 2020. Un groupe de militaires, rapidement nommé Comité national pour le salut du peuple, se soulève et arrête le président Ibrahim Boubacar Keïta. Assimi Goïta se révèle, puis remet le pouvoir aux civils. Pas pour longtemps. En 2021, il reprend les rênes par un nouveau coup d'État. Il les conserve encore aujourd'hui. Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Le Mali a donné le ton, les pays voisins limitent. Alpha Condé en Guinée cède le pouvoir en septembre 2021 à un colonel des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui devient président de la transition. Le Burkina Faso connaît 2 coups d'État militaires en 2022. En janvier, par Paul-Henri Damiba, en septembre, Ibrahim Traoré le renverse à son tour. À chaque fois, des militaires dénoncent un manque de moyens pour lutter de manière efficace contre les djihadistes. Au Mali, comme au Burkina Faso, les morts dans les villages se multiplient, la sécurité semble chaque jour plus fragile. Autre prise de pouvoir aux frontières du Niger, le Tchad. Mahamat Idriss Déby est nommé par un conseil militaire de transition après la mort de son père. Et il tient fermement le pouvoir depuis avril 2021, sans aucune certitude sur un retour prochain à une autorité civile. Le Niger était le dernier bastion pour des autorités élues, mais ce pays aussi avait été secoué par ce qui était appelé des tentatives de coup d'État en 2021 et 2022. Arrestations et emprisonnements avaient permis de conserver une stabilité, remise en cause par les événements du 26 juillet. Après ce reportage de nos amis des TV5 Monde, on va suivre le patron de cette équipe qui a fait ce coup d'État. Il s'appelle Abdourahmane, le général Abdourahmane Tiani, qui donne un peu les raisons qui l'ont amené à agir de la sorte. On le suit et on revient pour la continuité du débat. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Quand j'essaie de suivre la série des coups d'État au niveau du Sahel, je me dis que c'est un vent qui est en train de partir, mais on doit s'interroger sur les causes. Oui. Quand on prend par exemple le Mali, où ils ont parlé beaucoup plus de la menace des djihadistes, le Niger actuellement, ils essayent de parler de la situation économique, mais il y a aussi la menace de ce qui sévit au Mali et à côté au Soudan, c'est-à-dire quand on a 2 pays voisins dirigés par des généraux, au même moment il y a les attaques de djihadistes, on fait face à ces gens-là qui doivent fuir la guerre, venir vers vous, donc il faut un militaire pour nager à contre-courant de ce mouvement. Les djihadistes qui sont là, ils vont sûrement essayer de neutraliser toute cette zone, c'est parce qu'ils veulent imposer cette religion islamiste. Donc très compliqué de combattre ces gens-là. Mais aujourd'hui, la question peut aussi se poser sur pourquoi est-ce que ce sont des colonies françaises qui sont attaquées. Il y a un sentiment anti-français qui est en train de se propager. Je me demande, est-ce que
la France n'est pas en train de jouer le rôle de pyromane, sapeur-pompier, c'est-à-dire ils allument le feu et après ils font des déclarations, ils cherchent à venir en aide aux pays qui connaissent les coups d'État et après on va tous ensemble applaudir pour la France. Donc c'est un mouvement qui est en train de venir, il faut prendre des stratégies, il faut que l'Union africaine prenne des stratégies pour lutter efficacement contre ça. Je viens de suivre un communiqué de l'Union africaine qui donne 15 jours à ses militaires de rétablir l'ordre constitutionnel. Je me dis, dans ce genre de situation, il faut beaucoup plus des négociations que de chercher à imposer les militaires qui sont là, qui sont en train de vivre. Parce que Abdourahmane Tchani a déjoué dans son histoire, dans sa biographie, il a déjoué 2 fois le coup d'État dans son pays. Oui. S'il arrive lui-même à être auteur d'un 3e coup d'État, c'est qu'il en a marre. Il a tellement supporté et le gouvernement ne lui a pas facilité la tâche, raison pour laquelle il décide de prendre des choses en main. Voilà, Patrick Sangwa, il a eu le soutien de l'armée. Le chef d'état-major a dit s'allier, souscrire à l'action de putschistes. Est-ce que vous pensez que ça doit être une figure respectée dans l'armée et qui peut bien faire les choses? Quelle est l'analyse que vous faites de cette situation au Niger? Abdourahmane Tchani, d'abord lui-même, il était ami au président Mohamed Issoufou. Oui, ils étaient vraiment des amis, des proches collaborateurs. Le problème que je vais souligner ici, c'est les relations France-Afrique. Les relations France-Afrique sont incendiaires. Comment? Voilà. Ces relations France-Afrique se basent sur les intérêts économiques, essentiellement avec nos ressources minières et les ressources pétrolières qui se trouvent en Afrique. Un peu pour apporter de l'eau à votre moulin, le Niger, c'est un pays qui regorge de beaucoup d'uranium. Beaucoup d'uranium. Et les partenaires efficaces, les partenaires privilégiés du Niger, c'est la France, les pays occidentaux en général et aussi les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Quand aujourd'hui on voit 2 amis, l'autre vient faire un coup d'État à son ami. Et puis, le Niger avait déjà commencé à évoluer un petit peu. Parce que tous les pays africains voudraient évoluer sur le point de l'accession, de la succession d'un président, l'un après l'autre. Ils ont connu une élection démocratique. Oui, il a été élu démocratiquement. Justement. Démocratiquement. Et c'est cette même démocratie-là que les Français sont en train de manipuler. Moi, de mon humble avis, la France est en train de jouer à ce qu'on appelle problème-réaction. Ils créent un problème et ils vont vous donner des solutions. Pompiers pyromanes comme. Pompiers pyromanes. Oui. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui ne nous dit pas que la France ne tire pas les ficelles? Parce que dès lors qu'ils sont desservis en minerais, ils sont desservis en pétrole, ça leur va. Et lorsque un régime qui est en place va essayer un peu de les caler, on va chercher celui-là qui va leur donner les histoires. Contrairement à ça, Patrick Sangwa, quand on regarde par exemple au Mali, il y a une allégeance qui est faite clairement à la Russie. Quand vous regardez les Assimi Goïta, les Mamadou Doumbouya qui ont fait des coups d'État un peu partout au Sahel, c'est des gens qui quittent la France pour vouloir se rattacher à la Russie. Est-ce que dans ce cas, la France a une main dans ce coup d'État? Est-ce que la France joue? Parce qu'au final, c'est elle qui perd. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, la population nigérienne est en train d'en pâtir. Parce que quand vous parlez de la Russie aujourd'hui, vous parlez des Occidentaux en général, vous parlez des États-Unis, ce sont des grandes puissances. Et la plupart de ces pays sont des pays de vieilles démocraties. Il y a longtemps qu'ils se sont passés de république en république. Et aujourd'hui, la population même du Niger, qui a ces ressources-là, minières, les ressources pétrolières, elle n'en profite pas. Elle n'en profite pas. C'est là où le bas blesse. Mon Afrique est en train de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, voir encore un coup d'État au 21e siècle, ça fait reculer le pays. L'Afrique a déjà connu plus de 200 coups d'État. C'est beaucoup. Ça ne fait pas avancer. Et les pays dans lesquels le coup d'État est effectué, et l'Afrique en général, ça ne fait pas avancer l'Afrique. Et si la France est en train de tirer les ficelles, il faudra aussi que l'Union européenne puisse les aider. Parce que quand ça ne va pas très bien, si les États-Unis les lâchent, si la France les lâche et les Occidentaux s'ils les lâchent définitivement, que deviendrait le Niger? Justement, on va écouter Kent Ilunga. Quelle analyse vous faites de cette actualité au Niger où le coup d'État a été mené en semaine dernière? Je crois que la France, moi je vais directement m'attaquer à la France parce que je crois que la France forme et les dictateurs africains, forment et les groupes armés et les terroristes. Comment ça? Vous allez voir dans tous ces pays, parce que tout à l'heure Olivier posait une question
Pourquoi il n'y a que dans les colonies françaises où il y a ces coups d'État-là? Et je vous dis que c'est une vague qui ne va pas s'arrêter, croyez-moi. Dans les prochains jours, on verra encore dans d'autres pays, il y aura des mêmes problèmes. Ouais. Parce que tant que la France joue ces mauvais jeux-là, il y aura encore des coups d'État qui vont se poursuivre. Aujourd'hui, nous avons le Niger qui vient de connaître un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État contre la démocratie. Il y a un président élu qui est là, qui démocratiquement, qui n'a pas assez de jours. Et c'est juste parce que peut-être qu'il n'a pas rencontré les intérêts de la France, c'est un endroit et tout, finalement, on va chercher à jouer avec les militaires. Parce qu'on nous dit que ce monsieur a déjoué des coups d'État, n'est-ce pas? Par le passé. Oui. Par le passé. Mais moi aussi, je vois un problème d'occupation des fonctions éternelles. Il est là, ça fait plus de 18 ans. Qui peut faire à la tête de la garde? Quelle est la méthode? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui pouvaient les remplacer, qui pouvaient faire mieux que lui? Lui va à notre service. Parce que moi, je n'ai pas... J'ai vu le matin du coup d'État des manifestants pro le président en place. Le président n'a pas encore signé jusqu'à aujourd'hui. Le président n'a pas encore signé. Il est séquestré. Voilà, il est séquestré. Et d'où vient cette politique-là d'arrêter? Vous voyez dans quelles conditions Alpha Condé a été arrêté, dans son salon, les images filmées, envoyées, tout ça. Il n'y a pas le respect de la personne du chef de l'État, même alors s'il est destitué pour je ne sais quelle raison, il faut quand même du respect pour la personne. Est-ce qu'il y a des craintes, par exemple, que certains pays de la région, même ceux qui ne sont pas francophones, des pays comme les Ghana qui sont anglophones, ou des pays qui ont été colonisés par d'autres pays, soient aussi victimes de ça? Parce que c'est un cancer qui semble se propager. Non, surtout il faut enlever les pays anglophones dans ça. Moi je vois les pays anglophones avec une longueur d'avance, je dis même très avancée. Parce que ce n'est que, je vous rappelle que ce n'est que des pays colonisés par la France que ces désordres-là règnent. Vous prenez le Burkina Faso, vous prenez la Guinée, vous prenez le Tchad, vous prenez le Mali, vous prenez... Vous voyez un peu, c'est autour de ces pays-là. Oui, et c'est la France qui... Vous savez, c'est la France qui arme les terroristes. Aujourd'hui, vous avez les Boko Haram au Cameroun, au Niger, et tout ça. Ils sont armés par la France. Posez-vous la question, d'où proviennent les armes utilisées par les Boko Haram? Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe armé, c'est un groupe terroriste le plus puissant en Afrique qui opère dans 3 ou 4 pays. L'insécurité au Mali, l'insécurité au Burkina Faso. Donc, vous voyez, la France joue un peu, il forme les dictateurs africains. Au fond, Kintilunga, c'est la France qui perd, parce que quand vous parliez du Mali, Assimi Goïta qui est au Mali, il se rallie très clairement à Poutine, qui est plutôt... Il y a un sentiment anti-français, mais il y a aussi une allégeance qui est faite à la Russie. Ouais, la France perd justement parce que la politique utilisée par le président français n'est pas bonne. C'est comme ça que vous voyez les journalistes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas... il n'a pas la confiance de Français, hein, même parce qu'il est trop critiqué pour cette mauvaise politique amorcée. En une minute, votre conclusion, Kintilunga, est-ce que aujourd'hui, il y a, vous parlez déjà de ça d'ailleurs, le président français est venu en RDC, il n'a pas condamné clairement le Rwanda. Est-ce que les pays africains veulent un discours beaucoup plus clair, une position beaucoup plus claire de la France? Bon, moi, je crois que ce n'est même pas ce qu'on veut aujourd'hui, parce que nous l'avons voulu depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes là toujours à dénoncer l'agression rwandaise, mais puisque vous savez que le Rwanda joue l'intermédiaire entre notre minerai et les pays occidentaux. Il y aura toujours ça. Rappelez-vous, je vais vous dire une chose. Jamais, jamais les Occidentaux ne vont condamner. La France ne va jamais condamner le Rwanda parce que nous sommes agressés. Ça fait beaucoup de jours, nos territoires occupés. Un président français qui vient ici, on attend de lui un bon discours ici. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas de ces discours-là dont on a besoin. Moi, je crois que le président a dit autrefois que la dernière carte, quand la diplomatie aura échoué, ça sera d'attaquer le Rwanda. Justement, on parlait, Olivier Kayumba, on parlait des Jeux de la francophonie. À la tête de l'OIF, il y a une Rwandaise, le Rwanda qui est officiellement un pays anglophone. Est-ce que la France ne joue pas à une certaine hypocrisie qui commence à dégoûter certains pays africains? Je pense qu'il y a des pays africains qui commencent à comprendre qu'on ne peut pas avoir des présidents marionnettes des Français à la tête. C'est comme ça que les militaires doivent prendre les pouvoirs et essayer de remettre les choses en ordre. Mais nous n'encourageons pas non plus ça parce que c'est anticonstitutionnel. Donc on ne peut pas en plein 21e siècle commencer à enregistrer des coups d'État. Il faut réclamer par voie constitutionnelle, par exemple par des pétitions et faire la pression pour que le président puisse partir. Un dernier mot, Patrick Sangwa. Au Niger, il y a 1500 soldats français.
Et voir un coup d'État, c'est formidable. Merci bien, merci chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.